c'est parti. Et voilà, c'est parti. Si tu veux, tu peux ajuster la transcription pour la mettre en français. Alors, C'est bon. Alors, bonjour à tous, bienvenue à cette session qui est présentielle et virtuelle. Donc, on est dans nos bureaux ici à Ville-Saint-Laurent. Alors, la présentation d'aujourd'hui va porter justement sur les senseurs UXI pour aider à mieux mesurer l'expérience de vos usagers sur vos réseaux. Présentation qui sera animée par moi-même, votre hôte, Paul Garand, ainsi que Benoît Paradis, qui est à distance et qui va assister pour la logistique et répondre aux questions. Et nous avons une invitée d'honneur, Espinalia Unsunon, de l'ETS. Alors, Espinalia, si tu veux te présenter. Bonjour tout le monde. Paul Nadeau. Je travaille au service infrastructural. Je travaille aussi avec Paul maintenant depuis plusieurs années à l'ETS. Donc, voilà tout. Moi, je ne parle pas beaucoup, fait que... Mais tu seras là pour répondre aux questions ou si justement des... Parce que dans le fond, tu nous fais la gracieuseté d'ouvrir un peu plus là, et de partager l'information sur la solution qu'on a mis en place à l'ETS pour justement mesurer l'expérience usagée, puis partager un peu les différentes découvertes que l'on a même pu faire, même hier. On n'arrête pas de découvrir. Et voilà. Donc, sans plus tarder, voici l'agenda pour aujourd'hui. Nous allons... Faudrait que tu partages, Paul. On voit pas ton écran. Tu le partages dans Teams aussi. Tu le mets juste dans la salle. Share content. C'est parti. Donc, sans plus tarder, donc, voici l'agenda. Nous allons faire la présentation de manière générale de la solution UXI. Nous allons décrire un peu la structure générale de comment on organise les groupes, comment on organise les réseaux pour mesurer justement un réseau filaire, réseau sans fil. Nous allons partager aussi quelques considérations pour la mise en service de ce système-là. Il y a des considérations au niveau DHCP, au niveau parcours. On va passer en revue les différents types de tests que nous pouvons exécuter avec la solution UXI. Nous allons partager aussi certains éléments de diagnostic et de rapport qui nous ont permis justement de cibler et d'aider à mieux comprendre qu'est-ce qui se passe, quelles sont les difficultés. Nous allons ajouter à ça une petite démonstration et comme à tous les user groups, nous allons faire comme une espèce de petite discussion sur les observations, les scénarios problématiques. Donc, une petite discussion ouverte à la fin de la présentation. Puis, bien entendu, pour ceux qui sont présents, nous avons une visite du laboratoire suivant la présentation. Alors, aussi. Donc, qu'est-ce que le User Experience Insight? C'est un senseur qui permet de simuler l'expérience usagée tant sur le réseau sans fil que sur le réseau filaire, incluant aussi l'accès sur différents numéros de VLAN pour être capable justement de mesurer l'expérience de manière complète. Le senseur permet d'exécuter plusieurs tests, donc des tests de connectivité de base sur les services de base, donc l'accès au réseau Wi-Fi, l'accès au réseau Ethernet, mesurer comment se comporte le système pour accéder au DHCP. Et là, un point qu'on discutera tout à l'heure. Comment on accède à la passerelle par défaut qui est passée par justement le service DHCP, la résolution DNS, et après, on va exécuter une batterie de tests au niveau tant interne que externe. Donc, il est possible d'élaborer des tests de performance, des tests avec iPerf ou LibreSpeed. On va pouvoir discuter de notre expérience justement sur les deux services, effectuer des tests pour mesurer justement le MOS score au niveau Voice over IP. Donc, le Mean Opinion Score, être capable de valider que notre réseau est capable d'effectuer de la téléphonie IP.
On est capable d'effectuer des tests au niveau... Est-ce qu'il y avait une question, Robin? Ah, OK. Non, je pense que son micro était ouvert. Je l'ai Right. Il n'y a pas de problème. Donc, il est possible d'effectuer justement des tests au niveau des serveurs web avec la présence ou encore la vérification détaillée avec l'outil Selenium. Ça, on va passer justement quelques détails sur notre expérience avec Selenium. Une petite découverte que nous avons faite. Nous allons justement être en mesure aussi de faire des tests applicatifs externes. On a de plus en plus de services qui sont hébergés de manière infonuagique. Donc, on a des serveurs LibreSpeed du côté externe, des services aussi web comme Microsoft Online, Microsoft Teams, Facebook, Google, et être capable de tester aussi au niveau externe. Bon. Qu'est-ce que ça nous permet de faire ce genre de test-là, tant au niveau filaire qu'au niveau sans fil? Un des exemples, par exemple, c'est un cas de figure, c'est une espèce de petite clinique médicale de formation dans un cégep pour lequel on avait un questionnement. La plupart des usagers se plaignaient de problèmes de connectivité et l'application s'accède au niveau sans fil. On a automatisé justement un test avec le senseur. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'on avait le problème autant au niveau filaire qu'au niveau sans fil. Donc, le problème, si le problème est autant du côté filaire qu'au niveau sans fil, c'est que nécessairement, pour un service qui est web, le problème est dans le pare-feu. Donc, ça permet d'identifier rapidement où est la nature du problème. Est-ce que le problème est du côté filaire? Est-ce que le problème est du côté sans fil? Si le problème, par exemple, quand on fait nos tests de MOSCORE au niveau voix sur IP à l'interne, qu'on voit que notre qualité vocale à l'interne est bonne, mais que notre même test pour la voix sur IP avec Teams, on a un score qui est abominable. Là, on va savoir que notre problème est au niveau du pare-feu. Donc, ça permet de réduire le temps pour diagnostiquer et trouver où est la source des problèmes. C'est vraiment ça. C'est ce qu'on a pu voir, entre autres, hier, en ciblant très, très, très exactement où était le problème. Et ça, on va vous le partager tout à l'heure. Donc, la manière dont ça se présente, c'est un tableau de bord. On est très chanceux à l'ETS. Ils ont vraiment embrassé la solution UXI en distribuant, dans le fond, plusieurs senseurs dans l'ensemble du campus. La manière dont on a organisé la structure, c'est on a 2 senseurs en moyenne, à peu près, 2 senseurs par pavillon. Et à part, par exemple, au planétarium, il est un petit peu plus petit, là, on en a juste un. Puis, on a mis un senseur vraiment plus dédié pour les services iPerf, pour faire les tests vraiment au niveau performance avec iPerf. Ce qu'il faut comprendre, c'est que iPerf est un outil qui est très, très pratique, qui peut tester à la fois la performance au niveau TCP, autant que la performance au niveau UDP. Par contre, c'est un outil qui est single-threaded, du moins la version iPerf 3 qu'on utilise ici. Ce qui fait en sorte qu'il y a juste un senseur à la fois qui peut aller faire des tests. Puis là, comme on a un collectif de 11 senseurs, toutes les mettre simultanément à aller accéder au service iPerf, on aurait des collisions au niveau du numéro de port. À moins de démarrer plusieurs services iPerf sur plusieurs ports et de programmer individuellement tel senseur fait l'exercice iPerf. Puis là, ça devient un petit peu trop compliqué. Ça se trouvait être beaucoup plus simple de déployer le service LibreSpeed et de l'héberger sur un serveur de test pour exécuter nos tests. Puis LibreSpeed s'appuie sur Apache. Puis Apache est multithreaded, ce qui fait en sorte que tous les senseurs font les tests avec LibreSpeed. Toutefois, ces tests-là ne peuvent pas être exécutés en UDP. Donc, la notion de s'approcher vraiment de quelle est l'expérience voix sur IP est moins adéquate avec LibreSpeed. Mais c'est quand même bien. C'est quand même très bien, puis beaucoup plus simple à déployer. Donc, voici, c'était un premier point. Donc, la solution UXI se décline en différents formats. Ici, j'ai le vieux format, certains d'entre vous pour le reconnaître, le format carré. Et nous avons maintenant les formats qui sont plus allongés.
qui sont disponibles en deux saveurs. Une saveur qui va être avec une connectivité cellulaire et une saveur sans connectivité cellulaire. Donc, à l'ETS présentement en service, vous avez un senseur de l'ancienne génération et tous les autres senseurs sont de nouvelle génération. Donc, ça permet justement de l'installer, puis idéalement, on veut l'installer plus à la portée des usagers. Donc, oui, il y a un kit pour l'installer au plafond, mais on s'entend que si on installe un senseur au niveau du plafond, à proximité du point d'accès, bien, on ne testera pas vraiment l'expérience usagée réelle. Donc, l'idée, c'est vraiment de l'installer sur un mur à proximité de où se trouvent justement les étudiants. Voici un autre exemple, hein, dans une bibliothèque installée au mur, à l'arrière, donc où je crois que dans votre contexte, hein, il est installé sur un bureau, je pense, à la bibliothèque. Non, il est installé au mur, comme ça? OK. Donc, c'est simple d'installation. Ici, vous voyez un petit exemple. Hein, donc, prise murale, on glisse le câble et on installe le senseur qui peut être sécurisé justement avec un Kensington Lock pour être capable justement d'éviter le vol. Mais bon, ça a quand même une allure élégante. Là. Ça ne déguise pas trop là, dans le décor. Les nouveaux senseurs disposent d'une application pour simplifier l'installation. Donc, on va utiliser justement le Bluetooth pour faciliter la reconnaissance et l'identification du senseur et faciliter justement sa connexion vers le réseau et être capable justement de le reconnaître. Donc, au niveau structure générale, ce que nous recommandons, hein, c'est de créer certains groupes parce que les tests vont être appliqués de manière uniforme pour un même groupe. Et l'idée ici, c'est de tester différents types d'accès. Donc, être capable de tester, par exemple, le profil d'un étudiant ou le profil de personnel administratif, par exemple. Donc, tester la variété des sortes d'authentification qui peuvent être exécutées, puis on va être capable, par groupe, de sélectionner quels sont les tests qui sont à exécuter. Par exemple, ici, dans notre cas, la plupart des pavillons simulent l'accès d'un étudiant, donc avec un accès plus de type pédagogique. Mais on a réservé un pavillon, le pavillon D, qui, lui, va vraiment faire plus un accès de type administratif. Et dans ce cas-là, on a fait un test spécifiquement pour se connecter à la plateforme Airwave, qui, lui, va être un test qui va être exécuté vraiment spécifiquement, uniquement pour les senseurs qui sont dans ce groupe-là. Donc, ça nous permet d'avoir un portrait complet, tant au niveau administratif qu'au niveau éducatif de la solution. On teste les différents types de SSID. La solution nous permet de tester aussi les différents VLAN. Donc, dans le cas du pavillon D, on utilise un VLAN administratif qui, lui, a la possibilité de rejoindre la connexion vers le serveur Airwave, qui est quand même cloisonné dans un VRF différent. Tandis que les autres pavillons, bien, on teste à la fois le VLAN qui est le VLAN natif, qui est le VLAN pour les points d'accès eux-mêmes, et on teste un VLAN pédagogique aussi dans un autre pavillon en particulier, qui est le pavillon B. Right. Exactement. Merci de rafraîchir. Donc, la solution vous permet justement de décrire, puis on passera en revue un peu, je vous ai mis des captures d'écran, comment est-ce qu'on peut définir le VLAN natif, comment est-ce qu'on peut faire la connexion vers le VLAN qui, lui, est en mode trunk. Donc, on définit le VLAN qui est tagué. La solution vous permet de connecter aussi sur des réseaux qui sont sécurisés, admettons, par du .1x. Donc, valider en .1x au niveau filaire que le système est capable de se connecter. Du côté sans fil, bien, on peut tester différents types de SSID. On peut tester des SSID qui sont ouverts avec porte-à-catif, chose que nous n'avons pas fait. Nous avons vraiment focusé sur les besoins éducationnels avec le .1x, qui est vraiment la notion plus sensible ici. Là. Puis on peut tester différents rôles d'accès. Donc, dépendamment de l'authentification, comme je vous disais, hein, donc dans le contexte ici, on a créé un profil étudiant.
spécifique pour que le censeur puisse se connecter en .1x et obtenir un rôle étudiant. Une des choses qu'il faut faire attention dans les considérations, hein, chaque censeur, à chaque fois qu'il se connecte sur le réseau, que ce soit sans fil ou filaire, va utiliser un échange complet au niveau des HTTP. Donc, il va effectuer le DORA au complet. Donc, le Discovery, Offer, Request and Acknowledge. La problématique que ça peut amener, c'est l'épuisement du scope des HTTP. Oui, dépendamment du serveur des HTTP que vous utilisez. Parce que, justement, c'est une requête complète, totalement nouvelle. Donc, une des observations, c'était pas tant l'épuisement du scope des HTTP, mais beaucoup plus ton aviseur de sécurité, je crois. Oui, ben, le même censeur qui obtient plusieurs adresses IP. Puis là, ben, c'est ça, on s'entend. C'est ça, on s'entend que là, ben, la liste d'adresses IP continue toujours de varier. Les tests s'effectuent de manière répétitive vers les mêmes sites. Donc, dépendamment de votre solution de pare-feu, ça peut être identifié comme étant quelque chose, un comportement un peu anormal ou en tout cas étrange, d'où la raison qu'il est fortement recommandé de faire une réservation des HTTP pour que les censeurs puissent réobtenir tout le temps la même adresse IP et être identifiés comme tels pour les personnes qui opèrent le pare-feu, pour éviter qu'ils fassent un peu d'anxiété. Même pour nous gérons les censeurs, qu'on puisse se retrouver un peu. Oui, effectivement, du point de vue opérationnel. Donc, c'est le point ici qu'il faut faire attention. Donc, fortement recommandé de faire une réservation des HTTP, des identifier et réduire l'anxiété pour les gens qui opèrent le pare-feu. Donc, ici, la manière dont on a structuré, c'est un peu ce qu'on a discuté tout à l'heure. Donc, on a un groupe qui est vraiment censeur HyPerf, qui applique les tests de performance TCP et UDP. Serveur HyPerf, comme on disait tout à l'heure, qui est single-threaded. Ce censeur-là est déployé présentement à la cafétéria. Oui, effectivement. Où j'ai le plus de... Ben, il y a des heures de pointe, là, c'est vraiment... il y a beaucoup de monde. C'est pour tester vraiment la disponibilité du réseau quand le réseau est stressé. Au pavillon D, un peu comme on l'a décrit tout à l'heure, c'est vraiment une authentification en tant qu'administrateur, puis on vérifie l'accès au serveur de gestion Airway. Et par la suite, sur les autres pavillons, c'est vraiment un accès plus étudiant. Et on a fait un petit spécial, on vérifie la connectivité au niveau 2.4 GHz, spécifiquement dans le planétarium. Mais on n'a pas testé le 2.4 GHz à la grandeur de tous les censeurs. Trop d'interférences au canal, trop de faux positifs, en fait, avec le 2.4. On a préféré focuser sur le 5 GHz. Et puis, de toute façon, la plupart des connexions sont maintenant de plus en plus dans le 5 GHz. Donc, on focus là où c'est important de focuser. Puis les endroits où ça pourrait potentiellement être disponible ou important, bien là, oui, on fait les tests de 2.4 parce que je crois dans le planétarium, il y a un incubateur de petites PME. Oui. C'est des petites entreprises qui démarrent des startups. Ça fait que là, ça, c'était peut-être un petit peu plus important d'aller vérifier cette endroit. Dans les tests au niveau applicatif web, le test de base qu'on effectue, c'est vraiment un test où on vérifie la présence du serveur web, donc le ping sur la plateforme. On vérifie la disponibilité du service tant au niveau TCP que TCP 443, donc avec le HTTPS. Et il y a la possibilité de valider le certificat. Dans le cas présent, ici, on fait une validation vraiment de base pour le système VDI. C'est suffisant pour les besoins au niveau éducationnel. Du point de vue de Airwave, on a poussé la barre légèrement plus haut. On a utilisé un script de Selenium. Selenium est un plugin que vous pouvez ajouter à Chrome et ça vous permet d'enregistrer une session lorsque vous vous connectez sur un serveur de type serveur web. Donc, vous pouvez enregistrer un scénario, mettons une connexion d'un étudiant
de test et valider justement qui clique pour tel service, tel autre service. Donc, c'est un peu un scénario comme on a fait ici avec Airwave. On a fait un test, on vérifie qu'on tombe dans un groupe, la présence du groupe, tel nom d'objet qui est présent, puis après ça, on fait un logout. C'est important de faire le logout hein, parce que je sens ça, la session est comme pending. Puis, bon, ben, par la suite, lorsqu'on va réexécuter, 20 minutes plus tard, bon, ben, on pourrait se trouver dans un scénario où l'authentification n'est peut-être pas timée out, puis là, ben, le script ne s'exécutera pas comme il faut. Dans les choses que nous avons découvertes, hein, souvent, pour faire l'enregistrement avec Selenium, on va peut-être réduire la taille de la fenêtre. Puis bon, Airwave hein, s'adapte en fonction de la taille de l'écran. Et ça fait en sorte que ça cache certains menus à gauche. Ce qui fait en sorte que ça a occasionné... le script ne s'exécutait pas de manière cohérente, si on peut dire ça. Alors, ça nous a mené à certains grattages de tête avant de comprendre qu'il fallait tout simplement éditer la première ligne du script. Moi, j'ai une capture ici du script. Exactement. Exactement. Donc, on a modifié la première ligne. Donc, lorsque vous exécutez dans Selenium, ça va enregistrer les différentes étapes. Les différentes étapes qui vont apparaître. Et bon, la première chose qu'il faut faire, c'est enlever toutes les mouse moves. C'est-à-dire que vous allez regarder les exécutions et vous allez éditer le script et vous allez retirer tous les mouvements de souris car, bien entendu, le senseur n'est pas équipé d'une souris, il ne peut pas reproduire les mouvements. Donc, on va retirer ces éléments-là. Autre chose, assurez-vous de régler la taille de la fenêtre, la première ligne en haut, pour avoir une taille qui fit avec les tests que vous voulez exécuter. Donc, ça c'est un petit détail qu'on a ajusté. Comme vous pouvez le voir, là, je l'ai monté à 1600 par 1080, donc un écran de large taille qui fait en sorte que justement, dans Airwave, les menus de gauche ne se cachent pas et deviennent disponibles. Autre chose qu'il faut regarder, hein, parfois, Airwave, il y a des effets de lenteur, dépendamment de l'heure du jour à laquelle vous exécutez le script. Hein, des fois, ouais, je vois ton... Je ne sais pas de quoi je parle. Hein? Alors, ajouter des Wait for Element Visible, donc c'est des instructions qui permettent justement d'attendre que les éléments deviennent disponibles sur la page web pour être capable d'exécuter le script de manière correcte et d'éviter justement qu'on ait des faux positifs, que le script faille en plein milieu pour rien. Je vois que tu as quasiment une question qui brûle tes lèvres, Yann. Non, ça va, c'est correct. OK. Donc, dans les autres tests que nous avons disponibles, hein, donc iPerf qui permet de faire des tests tant au niveau TCP que UDP, dans la version justement iPerf 3, il écoute, c'est single-threaded et ça écoute autant sur le TCP que sur le UDP. Donc ça, on avait vu quelques détails, en tout cas, on se grattait un peu la tête, comment partir le serveur iPerf en format UDP, et finalement, en fait, ça se faisait. Il fallait juste le partir, puis il partait TCP, puis UDP. En même temps, c'est ça. Donc, il écoute sur les deux ports simultanément, donc c'est vraiment pas de souci de ce côté-là. Et l'installation de LibreSPI, qui se fait quand même relativement bien. Un petit détail, l'installation se fait comme dans un sous-répertoire. Donc, si, admettons, vous dédiez le serveur à cette tâche-là, bien, déplacez tout simplement le folder de LibreSPI pour le mettre à la racine ou déplacer votre racine de Apache pour pointer sur le folder de LibreSPI. Et dans les détails, lorsque vous exécutez justement le profil de script, vous avez comme un sous-répertoire qui s'appelle Backend. Puis là, il faut pointer sur les éléments en PHP pour faire les tests de download, les tests de upload. Tel que décrit, il y a comme un... En fait, j'ai fait la capture d'écran, hein, mais la suggestion est déjà en ombragé en arrière-plan. Donc, c'est déjà prêt pour vous dicter comment est-ce que vous devez composer le test lorsque vous utilisez LibreSPI. Au niveau Voice over IP avec le MOS Score,
En fait, c'est un test dédié. Ici, dans notre cas, c'est exactement le même serveur Apache que le serveur qui est utilisé pour Nebrosky. Donc, tant qu'à décloisonner ce serveur-là, on l'a utilisé aussi pour faire les tests de Moscore. Ça va tester justement la latence, la perte de paquet, la variance du jitter. Puis, ça va vous faire un topo à peu près là, de quelle devrait être la qualité vocale. Bon, je vous ai mis un petit graphique là, avec les codes de couleurs qui donnent à peu près qu'est-ce qui est acceptable. Donc, normalement, si vous utilisez un codec adéquat, soit G711 ou soit G729, bon, ben, vous voulez vous retrouver justement dans la portion supérieure, donc avec un score de 4.3 et plus, ça vous donne justement une idée que la qualité vocale va être adéquate. Encore que, bon, c'est une impression qui est, disons, subjective ou dictée par le type de langue qui est utilisé. J'ai un ancien collègue chinois qui, lui, G729, pour lui, c'était atroce. Il n'était pas capable d'avoir une conversation adéquate avec ses parents de manière correcte. Alors, pour lui, ça lui prenait du G711, obligatoirement. Donc, ça dépend vraiment de la langue, mais normalement, pour nous, Nord-Américains qui parlons soit anglais ou français ou autre langue, donc, effectivement, normalement, ça devrait être correct avec justement un score de 4.3 et plus. Et maintenant, diagnostic et rapport. Dans les choses qui sont super intéressantes et qu'on a pu utiliser hier, justement, c'est l'aide au diagnostic. Donc, il est possible directement sur un senseur d'effectuer ce qu'on appelle une demande de capture de paquet. Donc, en continu, le senseur va capturer à la fois sur le réseau filaire, à la fois sur le réseau sans fil en RF au niveau physique et à la fois au niveau sans fil de manière décryptée les communications entre les différents services, les différents serveurs à travers le point d'accès et le senseur. Et donc, si on remarque ou décèle une anomalie, on a tout simplement à cliquer et on va télécharger les dernières minutes qui ont été capturées. On va les avoir directement dans une capture de paquet complète qu'on peut par la suite donner à nos ingénieurs de ARPA pour appuyer pour le diagnostic, pour être capable de troubleshooter une problématique. Et aussi, ce que nous permet la plateforme, bon, ici, je vous mets un petit détail, c'est un zip file avec les 3 captures de paquets dans les 3 formats différents. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est qu'il est possible d'avoir justement, soit sur demande ou encore de manière périodique, des rapports de performance. Puis à la fin de la présentation, on vous montrera un exemple de rapport qu'on a obtenu là, durant le week-end qui nous permet justement de mieux illustrer notre propos et la réflexion. On va vous détailler un peu là, la démarche qu'on a effectuée pour passer en revue tout ça. Et voilà. Et nous sommes à l'étape de la démonstration. Démonstration ici avec senseur. Comme un petit effet de tag. Et voilà. Donc, un peu comme on vous l'a expliqué, les senseurs sont organisés sous la forme de groupes. Donc, si je vais sur chacun des groupes, je vois l'ensemble des différents senseurs qui sont associés à chacun des groupes. Si je focus, par exemple, sur le senseur d'un pavillon en particulier. Donc, j'ai 2 senseurs dans le pavillon B. Et, par exemple, si je vais spécifiquement sur l'un des senseurs, on peut voir justement le tableau de bord. Et on voit qu'il y a quand même une variance sur les différents l'expérience qu'on voit dans le temps. Et on voit ici, justement, wow, il nous arrive quelquefois d'avoir des petits problèmes pour les 24 dernières heures pour lesquels, justement, je n'ai pas obtenu de réponse du serveur DHCP.
je peux forer, par exemple, voir que le dernier événement est arrivé tôt ce matin et aller voir dans le détail qu'est-ce qui s'est passé ici au niveau du DHCP. On voit la petite notice en haut qui dit que présentement, c'est résolu. Toutefois, on voit qu'est-ce qui s'est passé. Carrément, il n'y a absolument eu aucune réponse, aucun offer qui a été fait. Quand même étrange. Bon, je vous laisse en suspense. Roulement de tambour. Et on voit que ça a été à travers le réseau sans fil que nous avons eu cette petite difficulté. C'est bon, j'ai les détails, j'ai copié les détails. Peut-être point intéressant aussi à noter dans le détail de tout ça, on peut également recevoir une capture de paquet. Fait que les sensors prennent toujours une capture de paquet quand il y a des problèmes comme ça. Ça devient intéressant de ne pas être obligé de le faire manuellement avec un laptop connecté dans un pavillon ou dans une école. Tout se fait automagiquement. Il reste juste à télécharger l'information ensuite pour diagnostiquer. Exact. Tu allais dire, expliquer. Ton collègue, je pense, Benoît l'a dit. C'est ce que je voulais rajouter. On voit l'historique justement du niveau de signal dans le sans-fil. On voit les différents détails. Donc, lorsque, par exemple, vous voulez faire la réservation d'adresse DHCP, très utile de disposer de l'adresse MAC Wi-Fi. Alors, il est aisé justement de le copier. Après ça, de l'utiliser, ne serait-ce que pour la copier dans un chat window, dans une session Teams. On a justement un peu le topo de comment le senseur perçoit l'environnement sans fil, tant au niveau de 2.4 GHz qu'au niveau 5 GHz. On a justement, c'est un point de discussion, qu'est-ce qu'ils font la gestion des bâtiments avec ça? Ça, c'est un point à investiguer. Oui, c'est ça. On a découvert que justement, le service d'entretien utilise un point d'accès qui est quand même très, très, très puissant. Qui est très proche du senseur et qui... Et qui arrose allègrement avec une grande largeur de bande, effectivement. Donc, ça nous permet de découvrir différents petits points. Ça nous permet aussi de voir l'état de la connectivité au niveau du VLAN natif, au niveau du VLAN, justement, d'enseignement. Je pense que monsieur, ici, a une question. Au défaut du 2.4, tu voyais qu'il y en a un qui ne s'est pas configuré du Wi-Fi. Oui, effectivement, ça permet de voir des anomalies sur la configuration, effectivement. Donc, des rogue access points ou des personnes qui ont mal configuré, effectivement, les services parallèles. On a pu voir que je pense qu'il y avait quelques imprimantes aussi qui avaient peut-être leur SSID. Donc, ça permet de mieux cibler quelques éléments. Au niveau connectivité, donc ça nous permet de voir un résumé justement de la connexion sur le réseau Wi-Fi, Ethernet, les services DHCP, la capacité à rejoindre la passerelle par défaut, les résolutions DNS. On voit quelquefois, on a des petits éléments qui tombent plus dans le rouge, dans le jaune. On voit qu'on a certains effets de lenteur, mais ça dépend toujours de la période de temps. Soit on a des moments dans la journée où c'est très achalandé, qui explique le phénomène qu'on observe. Puis là, ici, on voit qu'on fait des tests à la fois au niveau du réseau interne et à la fois au niveau du réseau externe. Si, par exemple, on regarde au niveau du test de LibreSpeed, on a nos résultats justement de latence, de jitter, de throughput en download ainsi que de throughput en upload. On voit justement qu'on est
largement good. Le service est fonctionnel. On effectue le même genre de test de LibreSpeed à l'externe aussi. Donc, il y a certains fournisseurs qui, là où je pense qu'on a choisi un fournisseur qui est basé à New York, si je ne me trompe pas. Puis, ça nous permet de comparer nos résultats tant au niveau interne qu'au niveau externe. Donc, encore une fois, être capable de cibler est-ce que le problème est lié uniquement à mon réseau sans fil ou mon problème est lié à mon réseau filaire ou mon problème se situe au niveau de votre pare-feu. Donc, ça permet d'avoir le topo complet, de faciliter le diagnostic. Même chose ici au niveau voie sur IP avec le MOS-Score. Donc, ça fait le test, ça vérifie, puis là, on voit qu'on est à 4.3, 4.4. Donc, qualité vocale là, très adéquate. Là. Ça, c'est très bien là, de ce côté-là. Et on fait le parallèle avec justement Microsoft Teams, parce que c'est la solution que vous utilisez à l'interne à l'ETS. Et ce qu'on valide, c'est justement le MOS-Score, là aussi, du point de vue externe, avec la solution Microsoft Teams. Et là aussi, ça nous permet de faire le comparatif. Est-ce que si je décèle que j'ai un problème avec Microsoft Teams au niveau qualité vocale, est-ce que je le vois à l'interne? Et ça nous permet de cibler est-ce que mon problème est lié à mon pare-feu ou mon problème est lié à mon accès Internet ou c'est juste à l'interne. C'est vraiment mon problème, c'est le réseau sans fil ou c'est le réseau filaire. Et bon, ben, on accède les différents services. Là, on voit ici, hein, vous avez des développeurs, des étudiants qui apprennent à développer, qui utilisent les plateformes comme GitHub, etc., qui partagent des documents avec Google Docs, avec Google Drive. Donc, on va faire la validation des services qui sont pertinents pour justement la communauté étudiante. Et les chercheurs. Et les chercheurs, effectivement. Donc, ça fait un peu le tour du topo ici. Si vous le voulez bien, on va passer à la section plus, disons, observation, scénario problématique que je réservais plus vers la fin. Je vais partager le fichier, dans le fond, de rapport de laboratoire qu'on a, ben pas de laboratoire, mais rapport de test de performance UXI qui a été produit durant le week-end et qui illustre, dans le fond, une certaine problématique, ou en tout cas problématique potentielle, puis qui a mérité quand même qu'on porte attention un petit peu plus spécifiquement. Voici le rapport. Oh. Pardon, moi j'ai un meeting à 10 heures. Merci beaucoup pour le training. OK. À la prochaine. À la prochaine. Donc, on a fait un rapport hebdomadaire dans lequel, justement, on voit le petit bonhomme souris qui nous dit qu'overall, ça a quand même bien été. Mais on va remarquer certains petits détails. Il y a certains éléments qu'on peut expliquer. Hein. La semaine dernière, on a quand même travaillé sur la mise en place et la correction de certains services. Puis on sait qu'au niveau du gateway qui était non disponible, ça, on peut l'expliquer. On a mis en place un nouveau VLAN. Et pendant cette période-là, bon, ben, les systèmes faisaient des tests pareils. Puis là, ben, l'accès ne fonctionnait pas. Ça, on peut l'expliquer. Par contre, celui qu'on n'arrivait pas à expliquer, c'était ici le DHCP No Offer, qui se totalise quand même, qui affectait quand même plusieurs senseurs, avec quand même plusieurs issues. Puis on voit la répartition dans le temps pour chacun des problèmes. Et ça a focusé un petit peu plus. Donc, au niveau filaire natif, hein, on voit fantastique, hein, réseau filaire, bon job, bon travail. Bon job. C'est plus ici, là, au niveau 5 GHz.
Oui, c'est ça. On avait quand même une problématique qui était beaucoup plus au niveau des HCP. Puis, t'as vu, c'était dans nos top issues. Bref, ce que l'on a fait, c'est qu'on a focusé justement sur cette problématique qui était liée au serveur DHC. Et je suis même un petit peu surpris. Tout à l'heure, on fait notre démo live et je me serais attendu à voir justement un peu de rouge apparaître justement sur mon senseur du pavillon B. Et là, ça a l'air à bien se comporter jusqu'à maintenant. Bon. Alors, il y a une situation qui semble se répéter et qui affecte, dans le fond, les points d'accès qui sont plus distribués dans le pavillon. Ouais, les senseurs, effectivement, les senseurs du pavillon. Ce que nous avons pu, disons, faire un espèce de download-down, c'est que le problème arrivait uniquement sur le réseau sans fil, sur le pavillon B. Quand même étrange parce qu'on a un cluster de 2 contrôleurs qui donnent accès au même VLAN en tant qu'étudiant. Et ça arrive uniquement au pavillon B. Alors, qu'est-ce qu'il y a de différent au pavillon B? C'est le point d'accès 515. Effectivement. Donc, nous avons une petite sensibilité au niveau de DHCP. Et voilà, hein, on le voit live. Et voilà. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va être rapporté par les étudiants ou par les usagers. Spécifiquement, c'est un problème parce que, justement, le senseur, lui, il est cadencé pour faire son test de manière agressive. Et lui, il ne va pas attendre à l'infini d'avoir son bail DHCP. Donc, lui, une fois qu'il a terminé son nombre de retries, il passe à autre chose. Et il se trouve qu'effectivement, lorsqu'on a eu ce symptôme-là, on est allé directement sur le senseur, on a téléchargé la capture de paquet. Puis, bon, ben, ça donne que le point d'accès à Aruba 515, c'est un point d'accès qui a été élaboré ici à Montréal. Alors, on a quelques contacts privilégiés ici à Montréal. Alors, on a contacté Serge, directement du QA, qui nous a confirmé qu'effectivement, spécifiquement avec les senseurs UXI, il y a un bug qui existe, qui est résolu, qui devrait être corrigé dans la prochaine version 8.10.07, spécifiquement pour ce cas de figure-là. Donc, ça nous a permis de cibler exactement, puis avec le senseur, on a été en mesure de capturer justement une problématique qui n'était pas nécessairement visible pour les usagers, qui ne rapportait pas nécessairement une plainte, mais ça nous a permis, avec la sensibilité et l'efficacité, d'aller droit au but pour trouver quelle était la cause réelle du problème. Et ça, extrêmement rapidement. C'est un gain significatif pour améliorer l'expérience usagée. Alors, ça fait pas mal de tours de ce qu'on voulait discuter avec la démonstration et nos observations. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont des questions ou voudraient peut-être avoir exploré certains éléments plus spécifiquement? Donc, le cas de figure que tu viens de parler, dans le fond, c'est pas un bug au niveau de la borne 515, c'est plus un bug au niveau de la version du UXI, dans le fond, qui avait une problématique avec ce type de borne-là. C'est conjoint, effectivement. La problématique, oui, a été reconnue comme étant un problème au niveau de la borne 515 avec la version de code en particulier. Donc, il y a une question de comment le driver se comporte. Mais effectivement, c'est une interaction avec justement le senseur UXI. Donc, le trouble ticket a été reproduit spécifiquement avec le senseur UXI qui cible une problématique là, justement dans l'obtention du bail DHCP dans des conditions particulières, effectivement. Parce que j'ai beaucoup de bornes 515 chez nous. Ton inquiétude, effectivement. C'est vraiment des cas de figure très particuliers là, qui causent cette problématique-là. Parce qu'effectivement, tu n'as pas eu de plainte client. C'est ça. Donc, c'est vraiment, ça permet d'aller chercher des éléments qui sont peut-être
qui passerait inaperçu. Parce que souvent, je ne sais pas si vous expérimentez ça, mais il y a beaucoup d'individus ou de clients qui sont silencieux. C'est-à-dire que, bon, ben, OK, ça ne marche pas aujourd'hui, mais on passe au suivant ou on va se débrouiller. Mais ça ne vous donne pas le statut réel de c'est quoi l'expérience usagée. Puis parfois même, ben, vous avez des clients qui sont peut-être plus vocales et qui, eux, vont chialer à la moindre petite pécadille, mais que vous n'avez pas d'informations justes et précises pour justement dire, bon, ben oui, OK, c'est-tu juste lui qui chiale? C'est-tu juste, tu sais, l'erreur est-tu à 12 pouces de l'écran? C'est les manipulations avec la technologie voiture? C'est souvent d'avoir justement un étalon fiable qui va toujours exécuter les tests de la même manière, mais ça vous donne un profil qui est constant et ça vous donne un comparatif qui va être stable. Par la suite, ça vous dit, bon, ben, OK, bon, c'est-tu plus l'usager qui sait plus ou moins se servir de son application ou parfois, c'est l'application qui a mal été développée. Le cas de figure, justement, du formulaire pour remplir les données des patients dans la fameuse petite clinique. Bon, mais il s'avérait que, justement, l'application avait peut-être pas été super bien développée pour maintenir les informations des patients de manière adéquate, ce qui faisait en sorte que le moindre petit souci de connectivité réseau, bien, la personne devait re-remplir le formulaire. Ce qui était très, très agaçant. Là. Ça fait que là, les personnes disaient, oh, c'est le réseau sans fil, mais on a été capable de prouver que le problème n'était pas sur le réseau sans fil, grâce justement au scénario de test. Ça fait que ça permet justement d'éliminer et de focaliser sur c'est quoi les vrais problèmes. Nous, dans notre contexte, on a 90 établissements. C'est-tu viable, une solution comme ça, si on met un sensor par établissement, puis d'avoir 90 sensors, puis d'essayer d'analyser tout ça? Oui, bon, effectivement. La solution est faite quand même pour être capable d'en avoir un grand nombre. Je vous dirais peut-être que de focusser sur les points qui sont les plus chauds. Peut-être les écoles, souvent vous avez des points de distribution sur les écoles qui sont secondaires, desquelles vont découler justement les écoles primaires. Bon, ben, y aller peut-être avec justement commencer par une solution qui va être dans les points plus sensibles, les plus névralgiques. On s'entend que, bon, dans les écoles primaires, oui, il y a l'usage de systèmes d'information, de systèmes informatiques, mais dans les écoles secondaires, ils en font un usage qui est peut-être un petit peu plus intense. Beaucoup de professeurs s'appuient justement sur la disponibilité des services pour être capables de rendre leur matériel la matière qu'ils auront à passer. Alors, dans ces endroits-là, c'est peut-être plus pertinent dans un premier temps. Puis après ça, peut-être grossir en fonction du type d'école que vous avez, là, plus au niveau primaire. Ça serait la stratégie que j'envisagerais. C'est sûr que, bon, comme là, le senseur iPerf que vous avez déployé à la cafétéria, bien, ça peut être un senseur qu'on peut déployer au besoin dans un endroit. Là, on pourrait le déplacer. J'ai quelques clients qui, c'est la stratégie qu'ils utilisent. Ils vont prendre un senseur qui va être déplacé dans des zones qui sont problématiques. Donc oui, on a une base de senseurs qui sont plus permanents à certains endroits. Puis là, par la suite, on met un senseur au besoin dans les zones qui sont plus sensibles. En fait, j'ai pensé à ça dans ma solution. Tu sais, le premier, là, Oui. qu'on avait, l'ancienne génération, l'idée, en fait, c'est de m'en servir quand il y a des gens qui rapportent des problèmes, pouvoir aller le mettre à l'endroit pour faire une évaluation dans le temps de comment ça se passe. Oui, très pertinent. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je regarde en ligne. Il n'y a rien dans le chat. Les participants virtuels, évidemment, vous avez accès à vous démuter. Ouvrir votre micro si vous voulez poser une question live. Il n'y a absolument aucune gêne. Sinon, peut-être juste un petit point pour les modèles différents que tu as montrés au début. Vous avez peut-être remarqué là, que
même dans les modèles de la dernière génération, il y a un des 2 senseurs en demi-cylindre là, qui a une carte LTE dedans. Donc la question se pose, pourquoi prendre le LTE versus le non LTE? Il y a une fonctionnalité super intéressante avec le LTE. Bon, de un, oui, ça permet au senseur de communiquer avec la plateforme automatiquement, même s'il n'y a plus de connectivité, autant Wi-Fi que filaire. Bon, ça, c'est la 1. Puis en passant, si vous n'avez pas à gérer la connectivité LTE, ça vient de facto avec le senseur. C'est nous qui met la carte SIM dedans. Donc, il y a juste l'abonnement qu'on se procure là, à l'achat et la partie LTE est gérée là, du côté Aruba. Puis la deuxième fonctionnalité, c'est si vous imaginez un scénario où il y a une perte de courant, soit par exemple une switch qui brise ou une vraie perte de courant complète dans un site, les modèles qui ont une carte LTE, une radio LTE, ont aussi la capacité de survivre pendant environ 15 secondes, entre 15 et 20 secondes, suite à une perte de courant. Donc, s'il y a une perte de courant, le senseur reste vivant ces 15-20 secondes-là et est capable d'envoyer un message spécifique au dashboard, au service UXR, pour dire j'ai perdu mon courant et ensuite il meurt de sa belle mort. OK? Mais il y a quand même un dernier message qui est envoyé. Et ça apparaît dans la console. Et dans le dashboard, si un senseur a perdu le courant, un senseur LTE, on s'entend, a perdu le courant et a envoyé son dernier message, il y a un petit signe qui apparaît à côté du senseur rouge, qui dit il est rouge, il est down, mais c'est parce qu'il a perdu le courant. Donc, ça peut être intéressant dans certains cas de figure. Ça évite d'avoir, c'est très, très pertinent comme point. Effectivement, ça évite de chercher, j'ai-tu un problème réseau versus, il y a une perte de courant sur le site. Moi, j'ai une question, Paul. Si, avec le 6E, là, le Wi-Fi 6E, Oui. si je veux pouvoir tester, est-ce qu'il faudra que j'achète de nouveaux senseurs ou il va... Il va y avoir un nouveau senseur qui, lui, va couvrir le 6 GHz. C'est prévu dans le temps, effectivement. Ben oui, mais là, ça prend une radio supplémentaire qui couvre. Ça prend une radio qui est capable d'aller dans le 6 GHz. Ouais. OK, fait que les 2 niveaux cylindriques ne font pas le 6E avec la radio 6. Exactement. Le 2.4 et le 5 GHz pour les modèles qui sont disponibles présentement. Pour couvrir le 6 GHz, ça va prendre un nouveau senseur. Oui. OK. Je suis désolé. Pour répondre à ta question, combien de sensors j'ai besoin? X nombre d'écoles. Un kit, moi je pense, en code de départ, c'est idéal. C'est comme 4-5 sensors, juste pour dire que je vais le tester dans des pratiques. Et naturellement, le sensor CSE fait les 3 radios, fait capable de scanner autant le 515 que le 615-35 ou 655. Comme ça que moi je commencerai. Puis après ça, voir s'il y a d'autres places à tester, puis peut-être soit réutiliser ce que vous avez ou soit en acheter d'autres. Pas besoin d'en acheter 600. Là. C'est où ce qu'il y a de la haute densité, dans le fond, le plus possible? Parce que j'ai des écoles primaires qui sont plus grosses que certaines secondaires. Fait que dans le fond, c'est d'y aller parce qu'il y a de la plus haute. Oui, ou des salles de conférence, ou le comité de direction. On veut s'assurer que ça marche, ça roule. Ouais, au centre administratif, oui, effectivement. Grave celui-là. Hein? On fait ça. Grave celui-là. Ça, c'est pas grave. Fais ce que tu veux. Mais moi, c'est la façon que je le ferais. Je le ferais en petites étapes, un peu comme Spinelli a fait, tester, puis on veut le déployer parce que quand on parle d'une université avec 5, 6, 7 bâtiments versus une mission scolaire avec 200 bâtiments et plus, c'est pas pareil. Fait que je pense pas que le but, c'est d'en acheter partout. Le but, c'est de trouver des solutions à des problèmes, puis très pointus. Fait que exact, tu testes, puis tu dis, I like it, I get more. Comme il dit, de le déplacer aussi s'il y a plus de problématiques dans certains endroits. Ça se chevauche les problèmes, tu sais. Fait que là, tu dis, ça m'en prend un peu plus ici. Mais ça se déplace. Puis il y a aussi la portion cellulaire, là. Si on manque de réseau, si le réseau tombe, si on a la portion LTE ou cellulaire, qui est un abonnement avec nous, bien là, au moins, on est connecté quand même, puis on est capable de quand même surveiller ce qui se passe. On peut se brancher de différentes façons. Sauf que si le réseau est planté, en théorie, on ne peut pas surveiller grand-chose. On ne peut pas surveiller grand-chose. Nécessairement. Ça
As-tu parlé, Paul, que tu pouvais surveiller aussi autre que le réseau, que les applications? Je pense que tu l'avais mentionné. Oui, on a passé en revue les Les différents types d'applications. Oui. tant au niveau interne qu'externe, puis faire le comparatif. Effectivement. Alors, ça complète la présentation. Alors, nous vous remercions. Et ça va être pour une prochaine rencontre le mois prochain. Je pense qu'on peut terminer l'enregistrement.